Bonsoir et bienvenue à cet événement organisé par la Bibliothèque publique d'information qui est installée au 2e et 3e étage du bâtiment et qui déploie sa programmation ici, dans l'Atrium du Lumière, ainsi que dans des espaces hors les murs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une rencontre du cycle « De quoi parle-t-on ?», en lien également avec notre autre cycle « Profession reporter » qui traite des enjeux du métier de journaliste. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Philippe Broussard, journaliste, directeur adjoint de la rédaction du Monde, et Thomas Fontaine, historien et directeur des projets du réseau du Musée de la Résistance nationale. Sans plus attendre, je laisse la parole à nos invités et vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et tous. Merci à la BPI du Centre Pompidou de nous accueillir. Donc, Philippe Broussard et moi-même, on va essayer d'explorer ce grand travail qu'a mené Philippe. Alors, je vais le tutoyer, hein, on se tutoie, donc on va pas tricher. Oui, parce que nos routes ont eu l'occasion de se croiser dans le cadre de cette enquête précisément. On va y revenir. Donc, je pense que vous connaissez déjà l'accroche de cette histoire, de quoi parle-t-on, de ce photographe inconnu de l'occupation. Je vais essayer de poser plusieurs séries de questions à Philippe, mais le but ensuite, c'est évidemment qu'on garde un temps important pour que vous puissiez également poser vos questions et qu'on échange sur cette formidable enquête. Alors Philippe, moi je vais commencer par, on va dire, ce qui est pour moi le premier personnage presque de cette histoire, c'est l'enquête elle-même. Comment tu tombes en quelque sorte sur cette histoire? Alors toute la difficulté de l'exercice, c'est d'essayer de résumer 4 ou 5 ans de ma vie en quelques minutes. Donc c'est un challenge, mais on va essayer quand même. Non, tout commence, je l'ai écrit et je le dis à nouveau, et merci à ceux qui sont déjà venus à d'autres conférences, qui auront peut-être l'impression que je me répète, mais c'est la réalité, l'histoire est ainsi. Tout a commencé à l'été 2020, quand une amie passionnée de photos, qui s'appelle Stéphanie Collot, et cette amie passionnée de photos m'alerte parce qu'elle a trouvé dans le sud de la France, à Barjac, dans le Gard, un album absolument extraordinaire, donc sur une brocante. Cet album comporte 377 photos en noir et blanc, prises à Paris entre la fin du mois de juin 1940 et en gros l'été 1942, à une époque où il est totalement interdit de prendre des photos en extérieur, sous peine d'arrestation, voire de déportation. Et Stéphanie, qui connaît vraiment le milieu de la photo, me dit c'est assez extraordinaire, impossible de savoir qui a composé cet album et surtout qui a fait ces photos. Et ce qui est encore plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que sur la première page de l'album que vous apercevez ici, il y a une sorte de petit Bristol, de petite carte qui indique en substance « J'ai récupéré à la Libération de Paris un grand nombre de photos auprès d'un réseau de la Résistance. Un promeneur parisien s'est baladé dans Paris armé de son appareil et a pris de nombreuses photos. En gros, il a eu le courage de les prendre, ayez le courage de les examiner. » Et en bas, un petit paraphe, une toute petite signature. Donc Stéphanie, qui lit tout cela, qui voit les 377 photos, me dit il y a un double mystère, qui a fait l'album, qui a fait les photos, et elle m'appelle, elle connaît mon goût pour les mystères. Un défi, quoi. Tout de suite, je suis accroché, et l'enquête commence, et elle va durer 4 ans, plus une année pour le livre, donc 5 ans. Donc on peut déjà dire que cette enquête, elle tient une place très importante dans ta vie de journaliste, d'enquêteur. C'est bien au-delà, c'est à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. C'est vrai qu'il est arrivé un moment, et aujourd'hui encore, je dois le dire, où c'est devenu un petit peu obsessionnel. Oui, c'est vrai. Donc qui a pris les photos, comment, qui a écrit, on n'en a pas encore parlé, mais ces photos, tu peux le rappeler aussi en introduction, elles ont des commentaires au dos. Voilà, c'est ce qui fait aussi la particularité de ces photos. Non seulement elles sont nombreuses et exceptionnelles, chacune d'entre elles est un risque pris face aux forces d'occupation. À chaque clic, le photographe risque sa vie. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment fascinant dans ces photos, c'est qu'au verso, elles sont toutes, enfin en l'occurrence dans l'album pratiquement toutes,
numérotées, datées et avec des commentaires souvent ironiques sur les forces d'occupation. Donc j'allais dire cette dimension commentarisante ajoute au mystère et elle a envie d'aller essayer de découvrir qui a fait ces photos. Alors, avant d'analyser le corpus de ces photos, moi, je vais prolonger mes questions sur cette enquête. Du coup, face à ce grand défi qui vous motive tout de suite avec Stéphanie Collot, comment tu enquêtes? Comment tu commences? La première démarche, c'est effectivement d'essayer de solliciter des historiens, des spécialistes de la résistance, et vous en avez un fameux ici, pour savoir si on a connaissance de tels fonds photographiques. Et puis, à ce moment-là, je m'aperçois assez vite, là, c'était pas très compliqué, que des photos comparables existent déjà, et qu'elles existent notamment déjà dans un musée important, qui est le musée de la Résistance nationale de Champigny, qui est à l'époque piloté par Thomas, ici présent. Donc, il est arrivé un moment où j'ai téléphoné à Thomas, je t'ai appelé pour savoir si on pouvait se rencontrer, et je suis arrivé avec mon album, si j'ose dire. Voilà. Bah oui, pour prolonger cette première rencontre, nous, face à ce mystère, mais qu'on n'avait pas du tout eu le temps d'explorer, on était en train de reconcevoir l'intégralité du musée de Champigny, et donc on choisissait des œuvres à présenter pour raconter l'histoire de la Résistance, et moi je suis tombé sur le deuxième lot, en fait, qui correspond, alors pas classé en album, des photos rangées dans des enveloppes. Et ce deuxième lot, sans connaître l'identité de ce photographe inconnu, on n'avait pas encore Philippe pour nous faire l'enquête, on a choisi d'en retenir quelques-unes pour la muséographie du nouveau musée de Champigny-sur-Marne, le nouveau musée de la Résistance nationale. Et notre scénographe a même choisi de les présenter presque en majesté pour interpeller le public sur ces photos dont on va rediscuter. Et quand Philippe vient me voir, malheureusement, moi, j'ai pas le nom. J'ai qu'un début de piste, celle de Daniel Leduc, mais la suite du mystère, c'est toi qui l'as exploré. Là, on s'aperçoit en fait que les photos de mon album, si j'ose dire, enfin celui de Stéphanie et de moi-même, donc on en a 377, et on s'aperçoit, comme elles sont numérotées et datées, que celles qui sont présentes à Champigny complètent cette collection. Et au total, on arrive à un ensemble qui doit être autour de 700 photos. Donc, du point de vue des historiens, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est un fonds exceptionnel. Et à ma connaissance, il n'existe pas ailleurs autant de photos amateurs et libres surtout. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu des photos de Paris pendant l'occupation et tout le monde en a vu. Mais la plupart du temps, ce sont des photos qui sont passées par les filtres de la propagande. On a tous vu des photos aujourd'hui colorisées d'officiers allemands à la terrasse des cafés avec des jolies mademoiselles. Là, on est dans un registre totalement différent. C'est Paris tel que la ville était entre 1900 et 1942, avec des affiches de propagande, des monuments gardés par les Allemands, des officiers qui se baladent avec des jeunes femmes, françaises ou allemandes, et ils se comportent un peu, j'allais dire, en paparazzi. Et je reviens à Champigny, parce que ça, c'est vraiment important. Donc Thomas et son équipe me font savoir que le fonds est, a priori de leur côté, attribué à un mystérieux Daniel Leduc, mais vous ne savez pas trop qui c'est en fait ce monsieur. Le commandant Daniel Leduc. Et d'ailleurs, tu as eu... présente-nous Daniel Leduc, ou ce premier portrait robot potentiel du photographe inconnu, mais tu as eu plusieurs pistes comme ça tout au long de l'enquête, sans toutes les détailler. Oui, parce que là, le récit va assez vite, mais en fait, il y a eu plein d'étapes, il y a eu plein de fausses pistes, des portes à ouvrir, d'autres à fermer. Mais ayant ce nom de Daniel Leduc, je me suis mis sur ses traces. Et ça a été compliqué parce qu'on avait une vague indication que ce monsieur habitait dans l'est de la France, du côté de Verdun, et je me suis mis à appeler à l'ancienne, en regardant dans les pages blanches tous les Daniel Leduc, ou même des Leduc non Daniel, pour savoir s'ils avaient un Daniel dans la famille, dans les environs de Verdun. Enfin bref, au bout d'un certain temps, j'ai identifié le fameux Daniel Leduc, qui quelque part avait fait ce don il y a des années au musée. Et en fait, c'était le fils d'un militaire qui s'appelait Paul Leduc. Et je vais vraiment très vite en besogne, mais ça m'a permis de découvrir que la personne qui était à l'origine de la création de l'album, la fameuse personne qui nous dit « ayez le courage de les examiner », c'était Paul Leduc, le père de Daniel. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en gros, c'est ça. On est à ce moment-là... C'est une double information importante, c'est-à-dire que c'est lui l'auteur de l'album, et ça nous permet aussi, ça te permet de dater
la récupération des photos à la libération. En fait, Et- sans doute, voilà. Exactement. Et surtout, moi, quand je rencontre ce monsieur, Daniel Leduc, qui est très sympathique, qui habite dans les environs de Nancy, je lui dis, bon, votre père est décédé maintenant, il nous a laissé un trésor extraordinaire, ces centaines de photos. Ce petit mot, il nous dit, ayez le courage de les examiner. Mais est-ce que vous, de son vivant, il vous a dit s'il connaissait le photographe? Et là, il me dit, pas du tout. Pas du tout. Mon père ne nous parlait jamais de cette période de sa vie, alors que c'était quand même un ancien militaire. Donc, il me dit, je ne pourrais pas vous aider, je ne connais pas le nom du photographe. Donc, en gros, j'avais rempli une partie de la mission, identifié la personne qui a composé l'album, mais j'étais toujours Oui. face à un mystère sur l'essentiel, l'identité du photographe. Et le fonds corpus photo avait doublé, puisqu'on est passé de 377 photos à plus de 700, j'insiste, différentes. Et ce qu'on s'aperçoit en croisant nos deux fonds, que c'est 700 photos différentes et plus de 1000 tirages, même 1300 au total maintenant. Parce que beaucoup de photos sont en 2 ou 3 exemplaires. C'est un peu perturbant d'ailleurs, parce qu'on se dit, et ça fait partie des questions que je pose aux historiens, comment faire à l'époque où tout est contingenté, tout est surveillé, pour obtenir du matériel en termes de pellicule, de développement, sans parler des risques pris à prendre ces photos. On va peut-être avancer un peu pour en montrer certaines. Complètement. Vous voyez, voilà. Bon, ça, c'est une photo que je montre souvent parce qu'elle m'a un peu hanté. Elle m'a accompagné tout au long de l'enquête parce que... non, on va revenir sur Ouais. celle d'avant. Ouais. Après, il y a l'autre. Moi, Voilà. je veux te questionner sur la suivante. Celle-ci, elle illustre toute une partie de cette collection extraordinaire, puisque l'on voit un officier allemand de dos, enfin un Allemand de dos, avec 2 jeunes femmes, et pour ceux qui ne peuvent pas lire, Monsieur Fritz sur les boulevards, ira-t-il à l'hôtel avec les 2 poulettes? Mystère. Voilà, ça c'est pour vous montrer vraiment comment sont formulés certains commentaires, et surtout le concept qui consiste à numéroter et à indiquer la date et l'horaire, avec des lettres bâtons, un peu façon lettres anonymes. Alors, présentons ces photos, du coup, Philippe. Ça, c'est la première que tu nous détailles. Et là, ce qui est très important, c'est que c'est aussi situé sur les grands boulevards. Donc, on est plutôt dans le nord et surtout le nord-ouest de Paris. Et il y a beaucoup de photos dans ce secteur-là. Oui, il photographie quoi exactement alors? Moi, je pense qu'il photographie, écoute, moi, je suppose qu'il photographie 2 Françaises prises en flagrant délit de connivence avec l'ennemi. Donc la prise de risque, c'est aussi beaucoup de photographier les Allemands. Voilà. Les Allemands. Et dans l'Ouest parisien, il faut le rappeler, c'est là où les principaux services administratifs allemands de l'occupation sont installés. Voilà. Et donc, il le fait en plein jour. Il le fait en plein jour, il le fait, j'allais dire, je disais tout à l'heure, mais à la façon un peu d'un paparazzi. La question qui se pose aussi est évidemment technique. Comment fait-il pour passer inaperçu? Comment fait-il pour être si près de son objectif? La hauteur de la prise de vue. La hauteur, la prise de vue. Les historiens de la photo que je sollicite me disent, ce sont des photos, en regardant un certain nombre, me disent ce sont des photos d'un amateur compétent, averti, mais sans doute pas d'un professionnel. Et puis après, ce sont des photos, j'allais dire, dans un format assez classique, assez populaire de l'époque, et avec cet aspect crénelé autour là, qu'on retrouve sur les albums de nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Alors évidemment, c'est des photos en noir et blanc, mais c'est quand même le Paris gris, occupé de l'occupation de Modiano. Ça, c'est assez frappant sur la première période. Quand on regarde les photos de l'été 40, dont les 2-3 premiers mois de prise de photos, il en prend beaucoup. Et c'est un Paris vraiment gris au sens propre. Bien sûr, les photos sont en noir et blanc, mais on sent la grisaille. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est assez saisissant. Et on sent l'absence des Parisiens. Ce que j'allais dire, il ne prend pas de photos de Parisiens au café, non. métro. Par exemple, il n'y a pas de photos dans le métro, pas de photos des gens sortant des bus. Alors d'un autre côté, tout ne fonctionne pas forcément très bien. Mais la ville est assez déserte. Et de fait, les Parisiens qui en avaient les moyens sont partis. Après, à la fin de l'été, ils vont commencer à revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup plus de monde sur ces photos à lui. Il reste très focus sur les forces d'occupation. Tu as la même impression sur les photos de 42, de toute façon, quand les Un peu plus, si ce n'est que sur les photos de 42, on a l'impression que plus le temps passe,
plus il a pris des risques, plus il se tient un peu en retrait. Il y a davantage d'affiches de propagande, il y a des photos prises à distance. Là, on est encore au tout début. Je pense qu'il est... il n'a pas encore totalement peaufiné sa technique, si j'ose dire, mais en tout cas, il prend des risques insensés, ça c'est sûr. Ouais. On va passer peut-être à celle d'après. Exactement. La suivante, voilà, elle tape beaucoup. Bon, ça, c'est la photo iconique marquée. qui a été reprise dans la série d'articles que j'avais fait pour le Monde et que je reprends évidemment dans le livre parce que, comme vous le voyez, c'est la seule photo où apparaît son ombre. Au bas, tout en bas, vous voyez une ombre qui se dessine. Et ça, c'est fascinant à double titre. Fascinant parce que c'est la marque d'un fantôme qui m'invite à le suivre, donc je continue l'enquête, impossible d'arrêter. Et c'est aussi intriguant du point de vue technique parce qu'il n'a pas les mains levées, comme on pourrait le supposer avec un appareil photo qu'on tiendrait à hauteur du visage. Mais visiblement, il le tient à hauteur de la poitrine ou sur le ventre, où il a imaginé un dispositif de déclenchement particulier. Toujours est-il que c'est la seule photo où il y a son ombre. Voilà. Là-dessus, Philippe, tu n'as pas réussi à identifier exactement ou à retrouver son mode de... c'est les hypothèses que tu viens de donner. Là, on le voit, en tout cas sur la taille, mais l'appareil photo, tu n'as pas retrouvé de matériel en dehors des photos. Si, d'une certaine manière, puisqu'on le saura bien plus tard, mais l'appareil photo sera saisi chez lui. Là, on franchit un peu les étapes. Ou juste le type d'appareil. C'est un appareil de marque Kodak et de type Brownie. Voilà, c'est un appareil très populaire à l'époque. Alors, la réponse que je n'ai pas, c'est savoir comment il déclenchait. Est-ce qu'il suffisait de le tenir là et de l'appuyer? Est-ce qu'il avait une sorte de, je ne sais pas, de manteau, de cape pour le dissimuler? Parce que la prise de vue est quand même très correcte. Complètement. Et pour rappeler, tu l'as dit tout à l'heure, mais je crois que là, on peut insister en regardant à nouveau cette photo, c'est la prise de risque. Il est à quelques mètres derrière le soldat allemand. Alors ça, dans la phase où je ne savais pas du tout qui était le photographe, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que c'est un policier ou un gendarme? Parce que énormément de photos sont prises à des endroits qui sont un peu stratégiques, où on peut imaginer qu'il y avait, malgré l'occupation allemande, une présence policière de surveillance. Il y avait le planton de service, si j'ose dire. Donc un policier ou un gendarme affecté à cet endroit pour la circulation ou je ne sais quoi, et qui en profite en douce pour faire des photos. Donc j'ai interrogé les historiens de la gendarmerie et les historiens de la police pour savoir s'ils avaient eu connaissance de policiers ou de gendarmes réputés pour avoir pris des photos pendant l'occupation. Malheureusement, non. Bon, alors avant de montrer une autre photo qui a été décisive dans ton enquête, là je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux juste dire rapidement au public le nombre de spécialistes que tu as interrogés en fait, parce que tu as été voir des historiens, mais des graphologues, Même des graphologues, oui, et y compris. Alors ça, je ne sais même pas si je le dis dans le livre, mais ça m'est revenu récemment avec Stéphanie Collot, la découvreuse de l'album. Nous sommes même allés voir un colonel de gendarmerie spécialisé dans les lettres anonymes et qui avait travaillé à une époque sur la fameuse lettre du corbeau du petit Grégory. Et on a voulu lui dire, est-ce que ça fait un peu lettre anonyme? Est-ce que pour vous, ça peut être du renseignement un peu caché derrière les mots? Est-ce qu'il peut y avoir un double sens dans les mots? Malheureusement, là, on n'a pas obtenu grand-chose. Excellent. Bon, alors, il y a dans ton enquête une photo que tu as, alors, voilà, un convoi militaire. Avant peut-être, Damien, c'est peut-être... Là, on saute les... comme tu on revient un petit peu en arrière, peut-être. Oui, c'est juste pour dire, ça, c'est une autre hypothèse qui a été soulevée, c'est qu'il y a énormément de photos avec des convois militaires ou du matériel militaire. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, d'abord, c'est quelqu'un qui connaît bien la chose militaire, puisqu'il cite des références techniques. Donc, j'avais une petite ébauche de portrait. Et puis là, je me pose à nouveau la question, comment fait-il pour être si près? Avec toujours des commentaires un peu ironiques derrière. Oui, alors avant l'autre photo, peut-être effectivement dans les différentes vraies pistes et fausses pistes, il y a ce portrait, cette découverte, cette deuxième... C'est pareil, on bascule dans tout à fait autre chose, mais c'est l'émergence d'un personnage féminin dans cette histoire. C'est qu'au cours de l'enquête, je m'aperçois... Et là, c'était pas très compliqué non plus à comprendre, c'est que en fait, au-delà de l'album à l'origine de l'enquête, au-delà du fond de Champigny, il existait un troisième lot de photos, cette fois une centaine, qui ont appartenu à cette dame. Et cette dame avait la particularité, elle est décédée depuis une trentaine d'années, mais cette dame était vendeuse de parfums au printemps à Paris.
Et après la guerre, elle s'est retrouvée en possession d'une centaine de photos. Je passe un peu les étapes, mais ça ajoute au mystère. Les photos faisaient un peu doublon avec celles qui sont à Champigny ou dans l'album. Mais il n'empêche que ça ajoute et ça donne une première indication. Autant avec Paul Leduc, on était encore dans un milieu militaire, lui était ancien militaire, il a aidé la résistance au moment de la libération, autant cette dame, elle sort de nulle part. Et elle m'oriente vers un grand magasin assez exceptionnel et connu dans le monde entier, le Printemps. Et je me suis dit, comment une dame dont j'ai essayé de reconstituer la vie en partie s'est retrouvée avec une centaine de photos comme ça. Voilà. Alors avant peut-être de donner le nom du photographe que vous avez sans doute lu dans tes enquêtes, mais moi j'insiste, cette photo-là, elle a quand même été décisive. Alors ça, c'est une autre indication essentielle. D'autant plus que là, on disait en introduction que c'était un défi qui a été posé aux journalistes, à l'enquêteur que tu es, mais là, ça te ramène en plus à quelques mètres de... Alors oui, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, bon, vous imaginez bien que les photos à l'origine de l'enquête, les 377, avec Stéphanie, nous les avons regardées des dizaines, voire des centaines de fois, jusqu'à l'obsession. Quand on a complété tout cela avec le fond qui était à Champigny sous la direction de Thomas, je suis allé fouiller un peu dans les enveloppes de Champigny et je me suis aperçu que au total, il y avait 1300 photos. Hein. Je vous dis qu'il y avait des doubles et des triples. Il y en a une seule qui a été prise de l'intérieur d'un bâtiment. En l'occurrence, là, il n'y a pas de date ni rien, mais il y a marqué Bécon, poste d'observation vue sur la cour. Pour ceux qui connaissent, Bécon, c'est un quartier de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine actuelles. Et alors ça m'a fasciné tout de suite parce qu'il se trouve que j'habite à Asnières, de l'autre côté des voies. Je le raconte souvent, mais c'est un signe qui ne trompe pas. Enfin, j'y ai vu, moi, une invitation à continuer. Et grâce à une amie qui maîtrise bien mieux que moi les techniques Google Earth et autres, eh bien, on a identifié l'immeuble. Et c'était rue du 22, c'est toujours, parce que l'immeuble existe toujours, rue du 22 septembre à Courbevoie, à Bécon, quartier de Courbevoie. Et donc là, tu es même allé chercher dans les listes du recensement de 1936 pour retrouver les habitants. Je me suis dit, là, c'est là que je deviens un peu fou quand même. Je me suis dit, on va aller regarder dans les recensements des années 30, à Courbevoie, les archives sont numérisées, on peut voir qui habitait dans cet immeuble, en gros, en 1936. J'ai retrouvé les noms il y avait une dizaine de familles. J'ai retrouvé pratiquement des descendants des 10 familles et je leur ai dit, est-ce que vous avez souvenir dans votre histoire familiale de quelqu'un qui aurait pris des photos? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Mais il y avait quand même quelque chose qui me disait que Courbevoie était une piste importante parce qu'encore une fois, dans ce secteur-là, dans la gare qui était à 200-300 mètres, la gare de Bécon-les-Bruyères, il y a pas mal de photos. Donc je me dis, on est dans... Ça sent quelque chose. Oui, et puis tu l'as dit, la seule photo prise de l'intérieur vers l'extérieur et avec ce commentaire, point d'observation. Poste d'observation. Donc là, je me suis dit, poste d'observation, mais pour observer quoi? Est-ce qu'il voulait regarder s'il y avait une possibilité de s'évader en cas de menace ou d'arrestation? Est-ce qu'il surveillait l'une des fenêtres situées en face? Donc là, il a fallu essayer de retrouver dans les archives de police ou de gendarmerie de traces d'éventuels incidents dans ce secteur à Courbevoie. Donc là, c'est des heures et des heures passées dans les archives sans rien. Voilà. Et en t'écoutant, on voit bien que tu as mené plusieurs pistes en même temps. Donc là, on l'a dit, je reviens, corrige-moi, hein, mais je reviens sur ce personnage féminin. Ça t'a emmené, tu l'as dit tout à l'heure, sur une autre piste, le magasin du Printemps. Et là, tu es rentré en contact avec là, cette enquête, archivistes du Printemps aussi. Cette enquête, ce sont aussi des rencontres extraordinaires. Et j'ai pu faire la connaissance de 2 jeunes femmes qui sont archivistes au Printemps, qui gèrent les archives qui ont survécu aux destructions. Il y en a eu pas mal quand même d'archives qui ont été détruites. Mais elles, tout ce qui reste encore, elles le préservent. Et grâce à elles, donc, j'ai pu passer des heures et des heures dans les archives du Printemps et découvrir tout ce monde un peu caché du grand magasin, où il y avait à la fois des résistants, des juifs qu'il fallait cacher, il y avait des gens qui collaboraient franchement avec la police ou la française ou la Gestapo. Donc ça m'a ouvert les portes de cet univers assez particulier. Mon espoir, c'était de trouver trace dans le dossier au service du personnel de cette dame
ou dans son entourage professionnel, trace d'une histoire de photo, quoi, parce que Oui, mais tu as assez vite appris, y compris en croisant avec un graphologue qui ne pouvait pas avoir écrit les commentaires. Donc cette piste René Damien s'est aussi arrêtée. Mais par contre, ça t'a ouvert la piste je vais te laisser le dire, du nom de notre photographe. Là, donc là, il y a eu un jour miraculeux. Un 12 avril, oui, raconte-nous. Le 12 avril 2024. En fait, pour ceux qui avaient lu la série d'articles dans Le Monde, j'avais déjà écrit les 4 premiers volets de la série. Enfin, écrit pour moi. La publication était prévue au mois d'août. Mais j'avais rédigé les 4 articles. Et il me restait à écrire le 5e. Et le 5e, j'avais prévu, faute d'avoir trouvé le photographe, de l'avoir identifié, de lancer une sorte d'appel au lecteur, de dire voilà, vous m'avez suivi pendant 4 épisodes, je n'ai pas trouvé, voilà les pistes recensées. On sait a priori que c'est un homme, on sait qu'il connaissait bien l'Ouest parisien, peut-être qu'il était ancien combattant, il connaissait bien l'armée. Voilà ce qu'il a photographié. Est-ce que vous, lecteurs, vous avez des pistes à suggérer, des noms, voilà. Et je m'apprêtais donc à écrire cela quand j'ai reçu un mail mémorable de la part d'une des 2 jeunes femmes archivistes, Élise, qui me dit, écoutez, parce qu'elle connaissait par cœur mon histoire, mes photos, et c'était devenu obsessionnel pour elle aussi, elle me dit, écoutez, c'est assez fou, parce qu'en effectuant des recherches sur autre chose, on est tombé sur une publication interne du printemps des années 60, où il est question d'un certain monsieur Minot, M-I-N-O-T, mais sans préciser son prénom, et qui prenait des photos et qui a fini par être arrêté pendant l'occupation. Et une photo accompagne l'article en question, c'est cette photo, et Élise m'envoie la photo en me disant, voilà, il y a un tout petit article, mais vraiment une dizaine de lignes sur ce monsieur Minot, et avec cette photo. Elle me dit, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble un peu à vos photos? Je lui dis, elle ressemble un peu, c'est la même, j'ai la même dans l'album. C'est la 55. Ouais. C'est la 55 dans l'album. Et là, ce jour-là, en gros, j'ai le nom, enfin, après 4 ans, un peu plus de 4 ans, près de 4 ans, pardon, de ce Minot, mais sans son prénom. Et en fait, la photo, ce qui est extraordinaire, c'est d'abord qu'elle est terrible, parce qu'elle est prise au tout début de l'occupation, les cavaliers allemands devant la gare Saint-Lazare, la gare où je passe tous les jours pour aller travailler. Et donc, à partir de là, j'ai le nom. Et là, on entre dans une autre phase de l'enquête. Je revérifie du côté des archives de Courbevoie. Je m'aperçois qu'effectivement, dans la rue où il y avait le fameux immeuble, il y a un certain Raoul Minot, employé au printemps, qui travaillait. Son épouse, Marthe Minot, employée au printemps, travaillait également au printemps. Et leur fille Jacqueline. Donc le même jour, là, dans une séquence d'1 heure, j'ai le nom, l'épouse, le lieu de travail et une partie du destin, parce qu'on m'apprend qu'il a été déporté pour avoir fait ces photos. Alors c'est ça que je vous invite vraiment à lire l'ouvrage, parce que ton livre raconte toute la première partie, l'enquête, les 4 premiers feuilletons dans Le Monde, qui ont passionné beaucoup de monde. C'était le feuilleton de l'été. Mais ensuite, dans le livre, maintenant que tu as le nom, tu as continué à explorer. Oui, donc, ce qui juste sans tout dévoiler, mais qui est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je l'expliquais dernièrement, mais c'est vrai qu'après la publication des articles, j'avais grosso modo l'histoire de Raoul Minot. Mais à tel point que je ne l'appelais même plus Raoul Minot, je l'appelais Raoul tout court. Mais en fait, quelque part, on aurait pu se dire, voilà, le mystère de l'album est résolu, le mystère du photographe est résolu, on a le nom, on a son destin tragique, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en fait, c'était que le début. C'était que le début. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est peut-être intéressant, mais c'était le début. Parce que tout cela m'a incité à retourner au printemps dans les archives et à aller encore plus loin dans le récit et la recomposition de son destin. Et là, je ne pensais vraiment pas que ça partirait si loin, parce que, en gros, ça m'a ouvert les portes d'un monde que je ne connaissais pas du tout. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais là, je l'ai vraiment totalement découvert. C'est le huis clos de ce grand magasin pendant la guerre. Et dans ce grand magasin travaillait Raoul Minot. Il était employé au stockage, quoi. Il était sous-chef de ce qu'ils appelaient les réserves, enfin le stockage du matériel.
Et là, on s'aperçoit donc que son épouse était caissière, elle travaillait là, et qu'en fait, il y avait tout un monde assez particulier, et que les photos, par exemple, le mystère des photos, où étaient-elles développées, comment avait-il du matériel? Eh bien, la réponse était au printemps. Parce qu'au printemps, il y avait un laboratoire photo, et c'est là que les photos étaient développées. Et donc, il y avait un studio qui était accessible, en fait, à la fois aux clients, au personnel. C'était situé à côté du salon de coiffure, ce qui fait que les dames qui allaient s'acheter une belle robe, elles pouvaient se faire prendre en photo ensuite. On pouvait faire la photo du petit dernier qui allait faire sa communion, des choses comme ça. Et accessoirement, je pense également, ça c'est une hypothèse que j'aimais un peu dans le livre, mais que Raoul Minot, qui était passionné de photos et qui en a pris, vous le voyez, profitait aussi du fait que, à mon avis, certains soldats allemands faisaient développer des photos dans ce labo. Il y avait des clients allemands, ils venaient acheter tout un tas de choses au printemps. Certains, à mon avis, devaient faire développer des photos. Et je pense que Raoul, en association, en complicité avec ses collègues du service du labo photo, en profitait pour faire des doubles ou shipper certaines photos. Donc il y a peut-être certaines photos où les Allemands sont vraiment très très proches, qui ne sont pas son œuvre directe, mais celle d'Allemand, il l'a récupérée, il les a intégrées à sa collection d'une certaine manière. Mais l'essentiel, c'est lui. Lui ou un collègue. Il avait un collègue qui s'appelait Jules. Alors, voilà, c'est ça que tu racontes dans le livre, qui n'était pas évidemment dans les articles avant que tu découvres ce huis clos du printemps. Mais là, dans le livre, tu te re-questionnes et tu te reposes beaucoup de questions sur est-ce que Raoul Minot fait partie d'un groupe de résistance? Quelle complicité il a? Tu as cité là dans ta présentation un collègue, Jules Juvin. Il y a Marthe que tu as cité, son épouse, qui est sans doute sa première. J'ai du mal à imaginer que Marthe n'était pas au courant de ce qu'il faisait. Il y a la responsable, mais je vais te laisser la citer, du studio photo, Germaine Gerschel. Voilà, il y a le directeur. Alors il y a un personnage extraordinaire qui s'appelait Edmond Rachinel, qui était le directeur personnel du magasin. Il était, depuis les années 20, il pilotait cette grande maison, il y avait plusieurs centaines d'employés, il la pilotait avec un côté très paternaliste, et quand la guerre éclate, il reste en place, et c'est l'homme de tous les secrets. Il est au courant de tout ce qui se passe, de qui résiste, qui ne résiste pas, qui trahit, qui ne trahit pas, quels sont les couples, qui sont les juifs qu'il faut aider à partir, à fuir vers la zone dite libre. Et c'est tout ce monde-là que je découvre et qui m'a vraiment fasciné. Parce que Raoul Minot, du coup, c'est un Parisien passionné de photos qui refuse a priori l'occupation, qui va photographier ses jours de congé, les dimanches, qui a des complicités donc à l'intérieur, mais qui, faut qu'on le dise aussi, qui finit par être dénoncé. Donc, il finira par être dénoncé tout début 1943, une lettre anonyme postée Gare Saint-Lazare. Donc pour ceux qui, vous êtes pour la plupart parisiens, j'imagine, la Gare Saint-Lazare, c'est à 200 mètres de l'entrée du printemps. La lettre est formulée de telle manière qu'on peut supposer que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien Minot et son épouse et leurs fonctions respectives au printemps. Donc il y a de très grandes chances, si j'ose dire, que la lettre soit venue d'un collègue ou d'une collègue. Donc ça t'a emmené, suite de l'enquête, dans les archives de la préfecture. Non, ce qui est assez extraordinaire, mais là c'est à l'historien que je parle et je n'ai pas à te convaincre de ça, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans le monde actuel, à partir du moment où on a un nom, alors après il faut de la patience, mais on va chercher dans les archives et pas mal de choses remontent. Donc j'ai pu récupérer son dossier militaire. Effectivement, c'était un ancien combattant qui a été très marqué par cette épreuve. J'ai retrouvé des éléments sur sa famille. Il était originaire de Montluçon. Son épouse, elle, était aveyronnaise. Et puis son parcours professionnel. Et au-delà de ça, son goût pour la photo, des tas d'éléments biographiques qui, petit à petit, sont venus nourrir le personnage. Et donc il est dénoncé en novembre 1942, ce qui correspond du coup à la fin de la série. Il n'y a pas d'autres photos évidemment datées après. Arrêté par la police française, livré aux Allemands, et qu'est-ce qui lui arrive ensuite? Il est arrêté, dénoncé à la police française par cette lettre anonyme adressée au Quai des Orfèvres, aux renseignements généraux, et ensuite, en gros, les deux policiers chargés de l'arrêter, dont l'un habitait à 300 mètres de chez lui à Courbevoie, parce que j'ai sorti les dossiers de police, les dossiers professionnels de ces deux policiers.
comment dire, ils ont jugé l'affaire trop sérieuse et l'ont transmise au service allemand pour faire cours à la Gestapo, qui était alors rue des Saussets, au ministère de l'Intérieur actuel. Et donc après, ça a été le parcours, j'allais dire, classique, Compiègne, Mauthausen, Buchenwald. Et c'est cette piste-là qui t'a amené aussi le visage de Raoul Minot. Alors ça, c'est une On histoire. peut montrer une autre histoire dans Je l'histoire. vais faire rougir quelqu'un qui est dans la salle, mais Voilà. il le sait très bien, il connaît l'histoire par cœur. Le paradoxe au moment de la publication de la série, c'est qu'on était face à un lot exceptionnel de l'avis même des historiens. Il y avait plus de 700 photos numérotées, et si on compte les doubles, on montait à 1200, 1300. Et commenté. Et commentées. Mais le paradoxe, c'est que je n'avais pas le visage de mon Raoul Minot. Il nous laisse des centaines, voire un millier de photos, et je n'ai pas son visage. C'est quand même assez... Bon. Et puis, après la publication des articles, je me dis, bon, c'est quand même pas terminé, il ne faut pas renoncer à trouver le visage. Et donc, je prends contact avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et je tombe sur un monsieur qui s'appelle Arnaud Papillon, qui est ici dans la salle, et je vous passe différentes étapes, mais qui en gros était un lecteur du journal, qui avait lu la série. Et moi, je l'appelle un peu comme ça, sans le connaître, et je lui dis, voilà, je suis à la recherche de savoir s'il peut exister une carte d'ancien combattant d'un monsieur qui s'appelait Raoul Minot. Et là, il me dit, Raoul Minot, mais c'est celui de la série du Monde? Bah oui, c'est moi. Alors là, il était très, très heureux, il confirme. Et Arnaud me dit, je vais vous trouver, s'il y a des dossiers qui existent, je vais vous trouver, on va essayer de trouver une photo de Raoul. Et quelques jours plus tard, un matin, je suis chez moi, et il m'envoie un message en me disant, on peut se rappeler? Et donc, effectivement, il me rappelle, il me dit, j'ai la photo. Et là, il me l'envoie ensuite, et je découvre le visage de Raoul. Et là, on a eu l'un et l'autre un gros moment d'émotion. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel de découvrir d'un seul coup le visage. Au moment où on publie comment dire, je l'avais pas encore une fois au moment de la série, et là d'un seul coup on révèle au lecteur le visage de Raoul Minot, qui avait à peu près cet âge-là quand il prenait ses photos. Ça, c'est une photo à mon avis qui date de la fin des années 30. Oui, et une photo sans doute donnée par son épouse Marthe à la Libération, parce Voilà. que ce que tu confirmes aussi avec cette trouvaille, c'est la fin du parcours de Raoul Minot qui C'est-à-dire qu'il a été déporté, il a fait partie des personnes déportées qui ne sont pas revenues, et son épouse a entrepris des démarches pour savoir ce qu'il était devenu, et c'est elle-même qui a donné cette photo pour les recherches. Voilà, C'est une demande de recherche. demande de recherche pour déporter. Voilà. Parce qu'on n'a jamais retrouvé, son épouse n'a jamais pu retrouver le corps. Elle n'a jamais pu retrouver le corps, mais après, dans le livre, je développe vraiment tout cet aspect-là, parce que c'était l'autre chose qui manquait à la série, c'était le personnage féminin de Marthe. Et l'un des objectifs que j'ai eu dans la phase d'enquête qui a consécutive à la série, donc pour le livre, c'est de partir à la fois sur les traces de Raoul, d'en savoir beaucoup plus, et j'en ai su beaucoup plus, notamment sur le printemps et sur la phase de déportation, mais également en savoir plus sur elle. Pour moi, c'est un personnage déterminant dans cette histoire, et le combat qu'elle a mené pour savoir ce qu'il était devenu. Je ne dirais pas tout ici, mais elle a fait vraiment... c'est assez étonnant, et tragique, mais étonnant. Et puis, cette dernière découverte a permis quand même aussi de réparer une anomalie, on va dire. Et toujours grâce à la même personne, Arnaud Papillon, qui me fait une mis... deuxième surprise en 15 jours et qui m'appelle en me disant « c'est pas possible, maintenant on a le visage, il faut qu'il soit décrété mort pour la France ». Voilà, c'est une mention mort pour la France qui a été attribuée et donnée à beaucoup de victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais Raoul Minot n'avait pas été déclaré sur l'état civil mort pour la France. Exactement, et il l'a été, mais 80 ans après, grâce à Arnaud Papillon. Voilà. En fait, on peut dire que tu as mis en lumière, évidemment, ces photos, cette histoire, ce parcours, mais en plus, il y a aussi une partie de reconnaissance nationale, en plus de tous les autres personnages que tu nous as décrits, là, de ce huis clos du printemps, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, je vous invite vraiment à lire, mais il y a d'autres personnages oui. Les personnages féminins notamment, et puis ce directeur du personnel, Edmond Rachinel. Mais est-ce que je peux me permettre d'inverser les rôles et de te poser une question? Non, simplement la question que j'ai posée à tous les historiens, c'est parce que moi je suis journaliste, je ne suis pas historien, mais c'est d'évaluer la valeur historique de ce fonds
par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à ce qu'on connaît? Ah bah, parmi tous les historiens de la Résistance, je crois que tu as eu tout le temps la même réponse. C'est évidemment un fonds absolument atypique, exceptionnel. On peut toujours dire qu'on en retrouvera d'autres parce que les archives se retrouvent et ton enquête est un merveilleux exemple. Mais aujourd'hui, dans les archives connues, une telle diversité, une telle durée, une telle prise de risque, et très tôt, hein, tu l'as bien montré tout à l'heure, on est en juin 40 sur la première C'est-à-dire à une photo. époque où il n'y a pas encore de réseau de résistance structuré. Le musée de l'Homme arrive au cours de l'été, mais pas encore à l'état embryonnaire, disons. Oui. Exactement. Et aucun groupe de résistance, on peut le dire aussi comme ça, ne se lance dans une campagne photographique, on va dire, telle que celle de Raoul Minot. Donc c'est en nombre, en qualité, en prise de risque, un fonds, un corpus absolument exceptionnel. On a d'autres photos hein, de l'occupation, on pourrait revenir dans nos échanges. Alors ça, c'est l'autre Ça, photo. c'est une autre photo que j'ai trouvée par la suite. C'est Raoul beaucoup plus jeune. Voilà. Là aussi, ça a été une très grande émotion de découvrir cette photo. C'est la deuxième où il apparaît. Mais là, pour répondre à Philippe, on en a discuté avant. Voilà, je vous montre très rapidement d'autres photos volées, on va dire clandestines, sous l'occupation. Je vous ai pris d'autres exemples. J'ai fait exprès pour suivre le fil de l'enquête de choisir des photos qui sont exposées au musée de la Résistance nationale à Champigny, où il y a une exposition qui vous raconte toute l'histoire de la Résistance. Ça, je ne vais pas toutes vous les décrire, hein, rassurez-vous. C'est une photo du 14 juillet 42, en zone sud. Donc les Allemands ne sont pas encore là, mais c'est une photo volée devant les autorités de Vichy. On n'a pas le nom du photographe et on a une photo, pas 25, pas 700, une. Celle-ci, elle est beaucoup plus connue, vous la retrouverez dans différents documentaires. C'est une photo prise par un journaliste dont on a le nom, qui fait une campagne sur les premiers départs du service du travail obligatoire. Et lors d'un des premiers départs à Romans-sur-Isère, il y a les gens refusent de partir. Voilà. Et là, le journaliste accrédité par Vichy, en fait, prend des photos. Il voit bien que ce sont des photos interdites. Il enterre la pellicule. Il enterrera la pellicule à la Libération. D'ailleurs, ça a été une hypothèse que j'ai envisagée, oui. De me dire, est-ce que ce n'est pas, sur mes photos, si j'ose dire, est-ce que ce n'est pas un photographe professionnel qui profiterait de ces autorisations pour faire d'un côté des photos de propagande et de l'autre côté qui en ferait en douce. Mais là, Non, et c'est ce qui rend encore plus exceptionnel l'action de Raoul Minot, c'est que la prise de risque, il n'a même pas les accréditations pour se promener dans Paris. Alors quand ses collègues du printemps lui posaient des questions, a priori, parce que certains étaient au courant, savaient que c'était totalement clandestin, mais vu le nombre, ça pouvait difficilement passer inaperçu. C'est vrai qu'il en faisait tirer beaucoup. La réponse qu'il donnait, c'était « oui, mais je fais ça, je rends service aux Allemands ou je les donne aux Allemands », un truc comme ça. Ce qui était totalement faux, parce que la preuve, il a eu des ennuis avec la police française, puis avec la Gestapo. En tout cas, c'est l'argument. Il disait « je documente ça, j'ai l'accord des Allemands, vous vous inquiétez pas ». Bon, ce n'était pas vraiment le cas. Mais toutes les photos que je vous montre là, c'est pas une série. Hein, ce sont des photos avec une vraie prise de risque, mais des one-shots. Voilà, je vous en montre encore deux. Celle-ci, qui est la seule photo connue d'un départ en déportation depuis le camp de Compiègne. Là, on est le 18 juin 1944. Si vous regardez le soldat allemand en bas à gauche, il regarde en hauteur. En fait, en face, il y a un café avec un monsieur qui... Et là, c'est exactement ce que Philippe vous disait tout à l'heure. Depuis l'ordonnance de septembre 40, interdiction de prendre des photos d'Allemands, d'installations allemandes et de l'intérieur des maisons. Là, il est au premier étage. Il a été repéré, il n'a pas été arrêté. Voilà. Et je vais vous en montrer celle-ci qui est aussi maintenant souvent reprise. Celle-ci, je la trouve absolument exceptionnelle. Je voulais vous la montrer parce que là, la prise de risque, c'est un one-shot. Mais là, les résistants, ceux qui prennent la photo, parce que l'action de Raoul Minot était une vraie action de résistance, là, ils se prennent eux-mêmes en photo. C'est le père qui prend en photo ses filles et son épouse. C'est une famille qui participe à la cache des aviateurs alliés, dont les avions ont été abattus. Là, vous les voyez. Ils sont encore en uniforme. Et regardez l'affiche à côté. Vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, là, c'est la famille Filrin. Regardez le bras d'honneur qu'ils font, la prise de risque. Ils prennent une photo des aviateurs qui sont recherchés, et c'est indiqué sur l'affiche. Bon.
Voilà, dans la série, je les cache, mais je prends des risques en les cachant. Et puis, une photo qui me touche beaucoup, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le parcours des cheminots. Alors, tout à fait modestement, mais lui, j'ai mis un peu de temps à le retrouver. Il s'appelle Paul Renard. C'est un cheminot. Il se prend en photo en plein jour, derrière son atelier. Quand on zoome un peu, la photo est d'assez bonne qualité. Il sourit. Il était comme Raoul Minot, passionné de photos avant-guerre. On a des photos avant-guerre. Et lui, il fait qu'un one-shot, là. Il le fait qu'une fois, mais regardez l'affiche. Il date, 18 mars 41. Regardez De Gaulle. C'est tout l'esprit de la première résistance, parce que Raoul Minot est un résistant. Voilà, en tout cas, sa prise de risque, elle est énorme, et il documente l'occupation. Là, c'est la même chose, mais De Gaulle, c'est un personnage qu'on ne connaît pas. Regardez la faute d'orthographe. Voilà. Et le détournement Heil de Gaulle, merde pour Hitler, il date, les Croix de Lorraine. Ce monsieur, il fait que ça, il ne se lance pas dans une campagne comme Raoul Minot. Par contre, quelques années, 2 ans plus tard, on le retrouve dans un groupe de résistance. Il sera lui aussi arrêté, déporté. Et comme Raoul Minot, il ne revient pas de déportation. C'est tous ces parcours-là, et évidemment ce soir celui de Raoul Minot qu'il fallait remettre à l'honneur. Mais vous voyez bien, il y a eu d'autres photographies, il y a d'autres photos clandestines, mais aucune n'a l'ampleur de ce corpus de plus de 700 photos différentes commentées de Raoul Minot. Merci beaucoup Philippe, on va peut-être passer la parole à la salle. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. N'hésitez pas, monsieur. Bon, vous venez de parler de la date d'interdiction par les occupés de photographier. Vous avez parlé de septembre 40. Vous avez un jour précis? De mémoire, le 16 septembre 40. Merci. C'est une ordonnance de l'administration militaire allemande. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette enquête que j'ai eu le plaisir de suivre semaine après semaine. Et la question que j'avais en lisant les articles dans Le Monde l'été dernier, si je ne me trompe pas, alors j'imagine qu'une enquête comme celle-là, elle n'est pas linéaire. Vous avez dit 4 ans, mais que la progression peut être un peu hachée. Est-ce qu'on envisage de renoncer à un moment donné? Est-ce que vous avez envisagé de renoncer à un moment donné? Oui, souvent. En fait, oui, c'est vrai que je dis que cette enquête m'a pris 4 ans pour la version publiée dans Le Monde, plus 1 an pour le livre, mais je n'ai pas fait que ça dans la vie non plus. Comme Thomas le disait tout à l'heure, je suis directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Je suis plus précisément en charge des longs formats, des formats d'enquête qu'on appelle Horizon, les pages Horizon dans la version papier du journal, et je pilote le pool des grands reporters, des grandes signatures du journal que vous connaissez sans doute, Ariane Chemin, Florence Aubenas, Raphaël Baquet, voilà. Donc ça, c'est très prenant. Et cette enquête a été un peu ma respiration, ma manière de continuer à faire mon métier tel que je l'ai toujours aimé. Non pas que j'aime pas ce que je fais en tant que directeur, mais c'est pas la même chose. Et je reviens à votre question, il y a eu des hauts, des bas, des très hauts, des très bas, des moments de renoncement, il y en a eu. Je n'y arriverai pas, il va falloir, faut peut-être renoncer. Mais à chaque fois, c'est un phénomène assez étrange, à chaque fois il y a quelque chose qui me disait non, c'est pas possible. Le jour où je tombe sur la photo à Champigny, Bécon, vue sur la cour, c'est à 500 mètres ou 400 mètres de chez moi, je me dis c'est pas possible, il y a un truc. Quand je vois certaines photos qui sont prises gare Saint-Lazare où je passe tous les jours, non, il y a quelque chose. Il y a l'ombre, maintenant l'ombre, c'est pas possible, on peut pas renoncer. Et puis surtout, il arrive un moment où l'enquête devient tellement prenante que c'est plus, c'est plus une obligation professionnelle, c'est quasi un devoir. Je prends des grands mots, mais c'est la réalité. Comment on peut laisser dans l'anonymat quelqu'un qui a fait ça? Qui je suis pour renoncer? Donc si ça se trouve, j'y serais encore. Hein. Si je n'avais pas eu mes copines de printemps pour me dire tiens, on a retrouvé telle chose, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais c'était impossible de renoncer, ça aurait été un crève-cœur. Et donc précisément, je pense que c'était je prends un grand mot, mais une sorte de devoir de continuer, parce qu'on ne peut pas laisser, on pouvait pas laisser cet acte d'héroïsme dans l'oubli et l'anonymat. Voilà. Je vous remercie. En revanche, ce qui est certain, c'est que moi, il y a eu des moments où j'étais pas loin du renoncement,
Je peux vous assurer aussi que pour mes proches, ça n'a pas toujours été très simple parce que ça devenait un peu obsessionnel, que mes fils avaient fini par se moquer un peu de moi. Alors, tu l'as retrouvé, ton photographe? Bon. Et puis après, quand j'ai connu le nom, Raoul Minot, là, c'était dans les déjeuners ou les dîners de famille. Il y a des moments où j'étais un peu absent parce que je me disais, tiens, dans ma tête, je réfléchissais à ce que je devais encore chercher. Et on me disait, t'es pas avec nous, t'es encore avec Raoul. Donc, et j'y suis toujours encore un peu, hein, je pense. Juste une petite question complémentaire. Tu parlais de tes collègues au Monde, mais du coup, tu en as parlé à partir de quand et... Alors, au début, quelques collègues au journal étaient au courant de ma démarche d'enquête, mais pas grand monde. Mais en revanche, quand j'ai connu le nom du photographe, je ne l'ai dit qu'à 2 ou 3 personnes, maximum. Et au moment de la publication de la série d'articles, on a mis les articles dans un mode confidentiel en interne, un peu comme quand on a des méga scoops pour annoncer des affaires un peu, des affaires financières ou des affaires délicates. Donc c'était un circuit préservé, sécurisé, si bien que quand on a publié les articles, à l'intérieur même de la rédaction, des gens me disaient mais tu l'as ou pas, le nom du photographe, il l'a ou pas? Et en fait, on a entretenu le suspense aussi comme ça. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'on sait d'où provenait la lettre anonyme qui a dénoncé Raoul Minot aux autorités françaises? Alors, je me suis évidemment posé la question. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on peut malheureusement soupçonner quelqu'un d'interne parce que la lettre est formulée encore une fois de telle manière que la personne qui l'écrit sait précisément ce que fait Raoul au printemps et ce que fait son épouse également. Je me suis intéressé, ça c'est dans le livre, aux nombreuses affaires qu'il y a eu en interne, parce que ce n'est pas la seule dénonciation anonyme parvenue à propos du printemps. Et de fait, j'avance quelques soupçons, j'ai aucune certitude, mais disons qu'il y a de forts soupçons sur quelqu'un qui a eu des ennuis à la Libération, oui. Un couple même. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup, ce qui est étonnant dans le printemps, c'est aussi intéressant pour ça, c'était une micro-société où il y avait beaucoup de couples. Raoul était avec Marthe, il y a d'autres personnes qui étaient en couple comme ça, et beaucoup de gens habitaient en fait l'ouest parisien, qui est, je vous l'ai dit, j'habite à Asnières depuis plus de 50 ans, lui habitait à Courbevoie, il y a des gens qui habitaient à Clichy, à Levallois, on est toujours dans le même secteur, et y compris avec les policiers, puisqu'il y en a un des deux qui habitait à côté de chez lui. Oui, puis on l'a dit tout à l'heure, tu parlais du huis clos du printemps, mais tu le développes beaucoup dans la deuxième partie de l'ouvrage, mais il y a des couples, il y a des sociabilités, et puis il y a aussi, c'est un résumé de l'occupation. Tu as des résistants, tu en montres, et tu as des collaborateurs et des dénonciateurs. Oui, totalement. Je reprends l'expression du livre, c'est une France miniature. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite, lors des journées du patrimoine, à aller visiter le printemps. Alors non pas pour les étages de magasins de luxe et autres Rolex ou je ne sais quoi, non, pour aller dans les sous-sols, parce que les sous-sols c'est fascinant, vous avez 4 bâtiments, Haussmann au printemps, et en fait les bâtiments sont reliés entre eux par les sous-sols, et c'est un vrai dédale sur plusieurs niveaux, et pendant l'occupation, quand il fallait évacuer quelqu'un, en gros ça se passait comme ça, il y avait une descente de la Gestapo, enfin une descente, des officiers allemands ou des Allemands ou des policiers français se présentaient à l'accueil. L'accueil prévenait M. Rachinel, qui était le directeur du personnel, et Rachinel aussitôt faisait prévenir les personnes qui étaient recherchées en leur disant passe par l'escalier de service, descends au 3e sous-sol, tu ressors côté Havre-Comartin, tu files dans le métro. Tout ça, c'était très organisé pour évacuer autant que possible les gens. Alors malheureusement, ça n'a pas toujours été possible. Il y a eu des arrestations au printemps. Mais tout ça pour dire que ce lieu extraordinaire avait effectivement un côté France miniature. Bonsoir, je voulais savoir ce que vous ferez de l'album et s'il est envisagé un don au musée de Champigny pour rassembler les collections. Dans l'immédiat, l'album, du point de vue légal et un peu moral, est la propriété de Stéphanie Collot, mon amie qui l'a trouvé. Mais à terme, il est évident, alors je ne dis pas que c'est dans 6 mois ou dans 1 an, ça prendra sans doute du temps, mais à terme, je pense que ces photos ont vocation à être toutes regroupées, inventoriées, elles l'ont été pour la plupart, notamment grâce aux équipes de Champigny,
Mais on peut aller encore un peu plus loin et après, évidemment, envisager une mise en valeur différente avec des expositions. Voilà. Dans l'immédiat, on n'en est pas encore là, mais à un moment ou à un autre, évidemment que tout cela devra être regroupé et exposé comme cet ensemble le mérite. Là-dessus, oui, quand Philippe est venu nous voir, voilà, tout de suite, on s'est dit qu'il fallait aborder globalement, et c'est ce que tu as fait dans l'enquête, et c'est pour ça que je voulais citer Agathe de Mercement, qui était archiviste au musée de Champigny, qui n'y est plus, et Manuel Mingoniquez, qui a travaillé également ensuite encore avec toi. Bonsoir, une question, c'est quand il était arrêté, est-ce que la Gestapo a saisi des photos? Est-ce qu'elle avait des photos? Ça n'a pas vraiment été dit. Et où sont-elles aujourd'hui, si vous, en tant qu'historien ou comme musée, vous les avez repérées, identifiées? Et vous avez évoqué tout à l'heure qu'il faisait les photos en plusieurs exemplaires. Oui. Est-ce qu'on a une idée de tous les exemplaires? Alors, je prends les questions à l'envers. Dans le nombre total de copies papier, si j'ose dire, on doit être, là je suis un peu à vue de nez, mais autour de 1200, 1300. Sur ces 1200, 1300, certaines sont en double, voire en triple. Et grâce à la numérotation que vous avez vue tout à l'heure, on peut dire qu'il y en a environ 700 numérotés. Donc il y a 700 originaux, si vous voulez. Et après, les 500 ou 600 restantes sont des doubles de celles qu'on a déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qui est très important, c'est quand les policiers reçoivent la lettre anonyme. Leur hiérarchie lance 2 inspecteurs sur cette enquête en disant en gros, allez voir qui est ce gars-là qui est soupçonné de faire des photos. Ils vont se renseigner au printemps, ils font une enquête de voisinage professionnel et ensuite ils identifient l'endroit où il habitait. Il habitait à Bécon, dans le fameux immeuble vu sur la cour que vous avez vu tout à l'heure. Et là, ils se rendent sur place. Sur place, ils effectuent une perquisition. Tout ça, je vous le dis parce que j'ai pu retrouver, grâce aux archivistes de la préfecture de police de Paris, les PV de perquisition et ainsi de suite. Et quand ils se présentent dans l'appartement Bécon, vu sur la cour poste d'observation, ils saisissent 1 millier de photos. Ils relèvent sur leur procès-verbal que les photos sont datées et commentées. Donc il y a l'indication que ça nous montre, c'est important, qu'elles sont commentées dès la période d'occupation. Les commentaires n'ont pas été faits après. Voilà. Et il relève également que Raoul avait beaucoup de journaux d'actualité, ainsi de suite. Enfin bref, qu'il avait tout un lot. Et voilà. Et ça leur permet aussi de rebondir sur l'un de ses collègues, le fameux Jules Juvin dont on parlait tout à l'heure. Ils vont l'arrêter également. Dans son appartement du 15e, ils saisissent d'autres photos. Voilà. Mais Raoul lui-même a été arrêté au magasin, sur place, au printemps, rue de Provence. Et ça permet, Philippe, si on suit la suite du fonds, ensuite le fonds arrive sans doute dans les soit reste au service français récupéré à la Libération par donc Paul Leduc, dont on a parlé tout à l'heure, soit a été peut-être transféré au service allemand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce type d'affaires, ce qui vous remesure à nouveau la prise de risque énorme de Raoul Minot, et à l'époque ça se sait, quand vous photographiez comme ça des Allemands, la police française qui collabore a ordre de dresser tous les dossiers sur la table pour les services allemands. Et là, les services allemands s'emparent de l'affaire de Raoul Minot. C'est pour ça qu'ils passent du circuit français au service allemand. Et là, du coup, ça nous ramène à votre question et à une hypothèse. Je pense que ce qui a dû se passer, j'en ai pas la certitude, mais ça me paraît assez plausible. Quand les policiers français saisissent ce millier de photos, ils en font tout un bloc, ils les donnent aux Allemands. En gros, chargez-vous du dossier, c'est trop important pour nous. Les Allemands gèrent le dossier Minot et Juvin, son collègue. Et à la Libération, quand c'est la panique chez les Allemands, tout le monde s'en va. Paul Leduc, le père de Daniel, si vous m'avez suivi tout à l'heure, fait partie des équipes de militaires français chargés de voir ce qui reste encore dans les bureaux et d'évacuer certains dossiers. Je pense qu'à ce moment-là, Paul Leduc a profité de ses fonctions d'une certaine manière pour récupérer les photos et les garder pour lui. Bon.
sans forcément savoir encore une fois d'où elle venait. Et après, il en a fait une sorte de collection personnelle. Une partie, il en a composé un album, une autre qu'il a dû garder dans une caisse, que son fils a récupéré et a légué ensuite à Champigny. Tout cela est un peu compliqué. J'élabore un scénario probable, mais c'est sans doute c'est probablement le circuit qu'ont emprunté les photos. Bonsoir. Ma question, c'est parce qu'on voit que ce monsieur-là avait du talent et qu'il ait une certaine facilité à approcher les agents, les soldats allemands. Donc, il a dû forcément. Est-ce que c'est possible qu'il ait pu travailler comme photographe pour la Gestapo ou la police française et qui en fait après, à côté, a développé une passion de son talent pour la photographie et qui en fait, parce qu'il ironise tellement qu'on se dit qu'il a peut-être développé une passion à côté de son rôle oui, je comprends. comme un photographe ironique, voilà, mais et qui se soit fait trahir par ses supérieurs et dans un complot ou en tant que... Oui, je comprends ce que vous dites. Soit passé comme un espion. Je me suis posé la question, honnêtement, je me suis posé la question. Mais la réponse est tombée sous la plume des policiers. J'ai récupéré les procès-verbaux des policiers qui ont mené l'enquête et qui ont... C'est noir sur blanc, ça existe aux archives de la préfecture de police. Et dans ces archives, les policiers disent, oui, quand les collègues... C'est eux qui disent, quand les collègues lui posent la question au printemps, il dit, oui, mais vous inquiétez pas, j'ai l'autorisation des Allemands. Mais il n'a pas l'autorisation des Allemands. Les policiers français eux-mêmes le reconnaissent puisqu'ils transmettent le dossier aux Allemands. Et les Allemands, à aucun moment, ne disent « Ah bah oui, mais c'est Raoul, il n'y a pas de problème ». Non, non. Il est envoyé quasi immédiatement à Fresnes, puis à Compiègne, et ensuite déporté. Donc cette théorie d'une proximité avec les Allemands ne tient pas. Parce que, précisément, les policiers français, vous imaginez bien que quand ils l'arrêtent et qu'ils saisissent les photos, la première chose qu'ils font, c'est est-ce qu'il a les autorisations? Parce qu'ils ne veulent pas se faire engueuler par les Allemands, pour parler vulgairement. Et donc, ils vérifient, c'est mentionné dans leur PV qu'ils ont vérifié auprès des Allemands s'ils travaillaient pour eux, et ils disent non, non, pas du tout. Voilà, donc ça, c'est une certitude, ils ne travaillaient pas. Après, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la certitude absolue qu'il a pris toutes les photos. Je pense que son collègue Jules Juvin en a pris certaines, et que pour certaines vraiment très proches des Allemands, là pas celle-ci, mais d'autres, il a dû en chaparder, en profiter du fait qu'en liaison avec ses collègues du labo photo, il a fait à titre de documentation. Si vous voulez, au tout début, en 1940, c'est un acte de résistance de prendre une photo, mais je pense qu'il le fait à titre de documentation personnelle. En gros, il joue les journalistes, il joue un peu les photoreporters, et après il ajoute ses petits commentaires. Il y a un côté comme ça. Bonjour. Bonjour. Voilà, déjà félicitations pour votre travail et pour avoir réussi Merci. à trouver cet ensemble de sources absolument exceptionnelles de l'époque. J'avais une question sur cette société du printemps, oui, qui concerne plutôt M. Fontaine peut-être, à propos de la recherche. C'est évidemment un ensemble de sources exceptionnelles pour faire un travail de micro-histoire. Et je voulais savoir s'il y avait, à l'échelle universitaire, des projets de mémoire ou de thèse qui allaient s'appuyer sur l'histoire de cette société durant l'occupation pour produire quelque chose à l'avenir. Ça je peux répondre. Deux choses. La première, c'est que j'ai été approché dernièrement par deux étudiants britanniques qui doivent préparer un mémoire et qui veulent faire quelque chose sur le printemps. Et que d'autre part, dans le cours de cette enquête, j'ai eu la joie de faire la connaissance de quelqu'un qui s'appelle Yassine Chitour, qui est lui-même qui a étudié le printemps et notamment la politique vis-à-vis des Juifs au printemps et dans les grands magasins d'une manière générale. Et d'ailleurs, son texte a été repris dans le cadre d'une exposition sur la grande histoire des grands magasins. Et grâce à lui, ça m'a permis, en discutant, d'identifier une personne qui pilotait le fameux labo photo. Tout ça pour dire que les recherches sont limitées à ce jour, mais il y en a. Et Yassine Chitour a notamment eu le grand mérite de me mettre sur la voie de la responsable du labo photo. J'en parle avec émotion parce que c'est vraiment un personnage essentiel dans cette histoire.
et elle n'était pas citée dans les articles. On va prendre 2 dernières questions. Bonsoir. Bonsoir. Vous mentionnez que ce Raoul Minot, donc passionné de photos, qui a pris des photos pour témoigner de l'histoire, avec des complicités au printemps au niveau de l'utilisation du matériel, du développement et la possibilité de récupérer ou dupliquer certaines photos qu'il n'avait pas prises. Mais par rapport à ce que vous expliquez au niveau des sous-sols du printemps, de tous ces méandres, pourquoi avoir pris le risque de repartir, de faire ce trajet tous les jours, peut-être avec ces tirages, et de façon tout à fait naïve, de les conserver, alors que peut-être avec les complicités et avec les méandres du printemps, ils auraient pu peut-être les stocker différemment. Ça paraît un petit peu incroyable. Oui, je sais bien. Il y a plein de choses qui sont incroyables dans cette histoire et plein de mystères que je n'ai pas résolus et que j'ai peur de ne jamais résoudre. Ce qui est une certitude, c'est que j'en suis arrivé un peu à la conclusion, mais ça c'est un avis strictement personnel, qu'il y avait aussi une part d'inconscience chez lui. Je le dis comme ça, c'est une part d'inconscience. Encore une fois, après, cela dit quand même, je le disais tout à l'heure, mais sur la dernière période des photos, il est vraiment beaucoup plus loin. Les prises de vue sont différentes, il y a beaucoup plus d'affiches, il y a des croix de Lorraine, les premières croix de Lorraine qui apparaissent, les fameux V de Victoria, il y a beaucoup de photos dans ce registre-là, ou des statues de Paris, c'est assez étonnant. Donc il prend quand même là un peu plus conscience du danger. Mais, je dois l'admettre, j'ai aussi et ça fait partie du charme du personnage, c'est qu'il y a encore des mystères autour de sa personnalité, même si j'ai eu la chance, pour la deuxième phase de l'enquête, de trouver des gens, en l'occurrence une dame qui l'a connu. Voilà. Donc avec d'autres éléments. Voilà. Oui, pardon, une question. Oui, bonsoir. Merci pour tous les éclaircissements. Je vous avais posé la question l'année dernière au Musée de la Libération sur l'absence des négatifs. Oui. Et en fait, là, c'est pas tellement les négatifs qui me questionnent, c'est plus la question de l'appareil photo. Vous avez parlé des rapports de la police. Comment on sait que c'est un Kodak Brownie? Est-ce qu'il a été saisi? Il a été saisi dans le fameux appartement. Si vous voulez, c'est pour ça que je suis assez précis sur la manière dont il procédait. C'est que dans le compte-rendu des policiers, il y a précisément, nous saisissons l'appareil photo de modèle Kodak Brownie, ainsi qu'un nombre, enfin bref, c'est très procédurier, c'est un PV de perquisition. Et donc là, Monsieur Minot, employé au printemps, en a fait de telle date à telle date, elles sont commentées. Il en a vendu à certaines à Monsieur Jules Juvin, ça c'est l'argument qu'il a sorti pour expliquer la circulation des photos. Mais enfin bref, il y a des éléments factuels, concrets. Donc l'appareil a été saisi puisque les policiers l'ont récupéré. Après, je ne sais pas ce qu'est devenu l'appareil. Voilà. Et je n'ai toujours pas l'explication technique. On peut imaginer que certaines, il les prenaient comme ça. Quand il est devant une affiche, il peut la prendre comme ça. Quand il est face à des Allemands dans la rue, de quelle manière il s'y prend? Je n'ai pas la réponse technique, mais comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas réponse à toutes les questions, pour l'instant. Monsieur Fritz, c'est pas son nom. Monsieur Fritz, c'était le surnom. C'est le surnom qu'on donnait aux Allemands. Il aurait pu dire les Boches, c'était pareil. Hein. Voilà, c'est ça. En revanche, dans la photo, place de la Concorde, il y a un nom, mais le nom, certaines personnes d'origine alsacienne m'ont dit que ça a un sens en allemand. Moi, je pense que c'était plutôt un nom un peu inventé comme ça. Mais Monsieur Fritz, c'est pas son vrai nom, c'était pour dire les Boches. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport à la photo de la femme qui vous avait permis de retrouver Printemps. Oui. Comment vous avez réussi à trouver, en fait, qui était cette dame? C'était marqué au dos ou... Je comprends pas. Alors, la dame du Printemps, j'ai su qu'elle avait ces photos parce qu'il y a eu, comment dire, son fils avait récupéré un lot de photos. C'est un peu compliqué, mais j'ai eu le nom de cette dame qui s'appelait Renée Damien. Et pour avoir cette photo-là, il a fallu que je retrouve sa belle-fille, qui est toujours en vie, qui s'appelle Jacqueline Ben David. Donc il y a eu bien 6-8 mois où je suis parti à la recherche d'une dame qui s'appelait
Jacqueline Ben David, et je n'avais pas son nom de femme mariée. Donc là, je vous passe les étapes, mais ça a été très compliqué. Vous tapez Jacqueline Ben David sur Internet, vous avez des centaines de noms qui arrivent, en France, aux États-Unis, en Israël, un peu partout. Mais j'ai fini par retrouver Jacqueline Ben David, qui avait encore une photo de sa belle-mère, Renée Damien, mais qui ne savait pas du tout qui était le photographe et d'où sortait cette histoire de photo. Donc voilà. Mais c'est comme ça que j'ai récupéré des photos personnelles. J'en ai beaucoup d'autres de Renée Damien, qui était une femme très intrépide et de caractère et qui ne se cachait pas pour dire qu'elle détestait les Allemands. Voilà. Merci. Voilà. Et pour rebondir sur ta dernière réponse, c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire ce très beau livre et cette enquête autour de Raoul Minot, parce que il y a derrière aussi beaucoup d'autres personnages. Voilà, Et en plus, oui, tu l'as tout à fait, Philippe. Ouais, il y a à l'intérieur de l'ouvrage, c'est plus de 100 tirés de l'album, voilà, avec à chaque fois les photos et le commentaire. Voilà. Donc c'est aussi une sorte de catalogue, de premier catalogue du travail et de l'action de résistance de Raoul Minot. Tu l'as dit plusieurs fois, Philippe, tu l'as écrit aussi. Voilà, pareil destin, mérite la lumière. Donc vraiment, merci beaucoup. Et je vous invite à prolonger notre rencontre par cette lecture. Merci beaucoup et merci à la BPI.